au cœur des combats en Ukraine ce soir. Le mirage de la paix s'éloigne chaque jour un peu plus et la guerre est toujours plus meurtrière. Il est devenu tellement dangereux d'évacuer les blessés que maintenant ce sont des robots qui sont envoyés à la place des hommes, comme le montre ce reportage de nos équipes sur le front de l'Est, Stéphanie Pérez et Chloé Cormery. La nuit et l'attente. Dans cet hôpital improvisé dans une maison abandonnée de ce secteur très disputé du Donbass. Ces médecins et infirmières ukrainiens sont prêts à prendre en charge les soldats blessés. Ils savent qu'il y en a beaucoup sur le front à seulement 10 km. Sur leur téléphone, ils guettent les messages des ambulanciers. Mais il est 22 h et le seul convoi annoncé n'arrive toujours pas. Frustration, impuissance. Voici enfin des nouvelles, elles ne sont pas bonnes. On retarde l'évacuation, il y a des drones, c'est trop dangereux. On essaiera demain. Il y a 2 mois, dans cette salle d'opération, 30 à 40 blessés étaient stabilisés chaque jour. Aujourd'hui, la pièce reste vide. La faute aux drones russes. Même le soir, même à l'aube, ils menacent les routes d'évacuation vers les bases arrières. Les soldats blessés doivent rester plus longtemps sur le front avant d'être évacués. Et quand on peut aller les chercher, la fenêtre est vraiment très étroite. C'est une équation difficile. Quand enfin l'évacuation est possible, ce sont de plus en plus souvent les robots terrestres qui entrent en jeu. Sur ces images, un soldat gravement blessé à la jambe depuis 5 jours par une grenade. Il se hisse sur l'engin, télécommandé à distance par sa brigade. L'opération est périlleuse, à la merci des drones russes. Cet homme, c'est lui, Roman. Nous le retrouvons en convalescence à son domicile. Il a eu peur d'être amputé, mais sa jambe a pu être sauvée grâce à cette évacuation dont il a encore du mal à réaliser la particularité. J'attendais une voiture avec des secouristes, mais j'ai vu ce robot avec les caméras et j'ai compris que c'était pour moi. J'avais entendu dire qu'on avait des drones terrestres de ce genre, mais je ne pensais pas que ça me sauverait un jour. Quand je le raconte, les gens n'en reviennent pas, mais moi je sais comment j'ai survécu. Je n'oublierai pas. Si la blessure de Roman ne s'est pas aggravée, c'est aussi parce qu'elle a été stabilisée grâce à des antibiotiques et des antidouleurs largués par drone. Les premiers secours aux blessés, c'est la nouvelle mission de cette équipe de dronistes. Il y a des blessés sur la position. Il faut leur envoyer plus de tourniquets pour les garrots. C'est la pilote Victoria qui est chargée de délivrer ces colis chargés de médicaments. Nous la suivons à 3 km des combats. Il faut rejoindre la position rapidement. Puis attendre la tombée de la nuit, le silence de l'artillerie et une pause dans le bourdonnement des drones ennemis. La marge de manœuvre est limitée. Première cargaison, prête à être livrée. Victoria, concentrée, sait que le sort des soldats dépend de sa précision. Je vois du mouvement. On nous a demandé de le livrer en priorité, ce premier colis, parce qu'il y a 3 soldats blessés qui nécessitent des soins urgents. Les hommes nous demandent des médicaments chaque jour davantage. On fait de notre mieux pour les sauver. On est devenus des ambulances du ciel. Dans la tranchée filmée par le drone, le moment où les soldats les plus vaillants de la brigade récupèrent le carton. C'est bon, on repart. Simple droniste au début de son engagement, aujourd'hui secouriste, si Victoria s'investit autant, c'est aussi au nom de son mari, soldat, tué il y a 1 an. Elle garde avec elle son sac à dos tactique, comme un talisman. Quand je largue les colis, je pense à lui là-haut. Si moi je n'aide pas les soldats, qui va le faire? Des missions devenues vitales. Certains blessés restent parfois immobilisés pendant plusieurs semaines sur la ligne de front. Stéphanie Pérez, bonsoir. Vous êtes en direct de Vinnytsia. Stéphanie, ce qui vous marque et qu'on voit bien dans ce reportage, c'est combien les attaques de drones ont vraiment fait basculer cette guerre.
Oui, c'est flagrant, hein. Dès que nous sommes arrivés dans l'Est ukrainien, dans cette région du Donbass, nous avons été frappés par ces dizaines et ces dizaines de kilomètres de filets anti-drones, des filets de pêche pour empêcher toute intrusion. Depuis plus de 3 ans que nous couvrons ce conflit avec Chloé Cormery et Yann Kadouche, eh bien, nous n'avions jamais vu ça. La psychose, elle se sent. Il suffit que vous interrogiez n'importe qui dans la rue, on va vous montrer sur les téléphones portables les images des dernières attaques kamikazes sur un quartier, sur un immeuble. Quand nous avons demandé à l'armée ukrainienne ses autorisations de tournage pour aller sur le front, pour filmer dans cet hôpital, eh bien, les premières consignes qu'on nous a distribuées, c'était des consignes pour pouvoir évacuer en cas d'attaque de drones kamikazes sur notre véhicule. Très clairement, la guerre, elle a changé de visage. C'est plus une guerre d'infanterie. Et pour l'instant, en matière de drones, eh bien, ce sont les Russes qui ont la supériorité numérique. Ben justement, merci Stéphanie. Justement, on va le voir, vous parliez de la supériorité numérique des drones russes, mais les drones sont aussi utilisés par les Ukrainiens. Et notre équipe, qui était de l'autre côté du front, côté russe justement, a pu mesurer la dangerosité des attaques de drones. Reportage de Luc Lacroix dans le Donbass, où les Russes continuent de gagner du terrain. Nous sommes sur une position d'artillerie des soldats russes. Le front est à moins d'une dizaine de kilomètres. Ils sont en train de mener une attaque contre des positions ukrainiennes. Elle est bien partie. C'est exceptionnel. Le bataillon russe Armat a accepté la venue de journalistes occidentaux. Devant notre caméra, ils affirment progresser et ne pas douter. La question ne se pose même pas. On va continuer à avancer de la même manière, écraser l'ennemi. Cette forêt, dans le nord du Donbass, Russes et Ukrainiens se la disputent âprement depuis plus de 3 ans. En ce moment, cette forêt, avec la verdure, c'est leur protection la plus sûre. Et on essaye de les évincer. En se rapprochant du front, partout les traces des combats. Et des arbres calcinés. Car pour avancer, les Russes nous racontent avoir utilisé une technique radicale. Notre artillerie a fait la technique de la terre brûlée pour qu'ils reculent. Désormais, les Russes sont maîtres de cette zone et sans forêt pour se cacher, ils sont à leur tour à la merci des drones. Comme ici on avance à découvert, les Russes ont ici installé des filets pour essayer de se protéger des drones. Si vous entendez le bruit du drone, chacun doit se réfugier sous un arbre différent. Soudain, le son d'un drone. Attendre sans bouger pour ne pas être repéré. Les soldats russes prêts à l'abattre. Le drone finit par s'éloigner. Faites attention, on repart par là. Nous arrivons sur une ancienne position ukrainienne. Il y a encore les caisses vides de leurs munitions occidentales. Les Russes se sont emparés de cet abri souterrain et s'y sont installés. C'est là qu'on dort. Le front n'est plus qu'à 5 km. Les soldats qui sont ici viennent de toute la Russie. Ce sont des volontaires. Ils nous racontent espérer la fin de la guerre, mais par les armes. Notre plan, c'est de gagner. Alors la guerre se terminera. L'ennemi sera anéanti et la victoire sera à nous. Nous, on est de simples soldats. On ne voit pas vraiment toutes les négociations. La guerre, elle continue comme avant, elle ne s'arrête pas. S'il est venu se battre, c'est pour accélérer une victoire, selon lui, inéluctable. Pourquoi avez-vous choisi de vous engager? Parce que je suis père de 5 fils. Et je ne voudrais pas qu'ils aient à continuer cette bataille. 3 ans et demi après le début de l'offensive de Vladimir Poutine, l'image que veulent donner les Russes, c'est l'image d'une armée déterminée à avancer sur le champ de bataille. Et on poursuit ce grand format avec un témoignage très fort à présent. Vous allez forcément entendre parler d'elle en cette rentrée. Elle a 32 ans. Elle est d'origine ukrainienne. Elle a grandi en France, est devenue universitaire, chercheuse en sciences politiques, avant de tout plaquer pour aller se battre sur le front en Ukraine et devenir infirmière de combat et secourir les blessés. Elle raconte son histoire dans ce livre, Volia, qui sort chez Grasset. Anastasia Fomitchova, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le 20h. C'est un récit très puissant que votre livre, un
récit qu'on n'oublie pas. Vous racontez comment vous, Française, universitaire, d'origine ukrainienne, mais universitaire, avez décidé de devenir une guerrière, comme des millions d'Ukrainiens, le 24 février 2022, quand il y a l'agression russe. Vous n'hésitez pas, vous plaquez tout, ici à Paris, vos études, tous vos amis, pour aller vous battre sur le front. Oui, le 24 février n'a pas marqué le début de la guerre en tant que telle. En vérité, la guerre avait commencé en 2014, mais le 24 février a marqué le jour où Vladimir Poutine a pensé pouvoir porter un coup fatal à la souveraineté de notre pays. Et comme des milliers d'Ukrainiens, comme vous l'avez dit, je n'ai pas été la seule à faire ce choix. J'ai compris que je n'avais pas le choix. C'était la seule chose à faire que d'aller protéger ma ville et mon pays. Vous êtes allée, il y avait une urgence et vous êtes devenue d'universitaire infirmière de combat, comme on dit. C'est-à-dire que vous allez secourir les blessés. Comment on devient infirmière du jour au lendemain, presque sur le front ? Alors, la guerre avait commencé déjà en 2014, c'est-à-dire que le début de la guerre n'est pas février 2022, mais février 2014, lorsque les premières troupes russes sont rentrées en Crimée et ensuite à l'est de l'Ukraine. Et vu qu'il n'y avait pas d'armée, en fait, en l'absence d'un appareil militaire bien constitué, ce sont les citoyens ukrainiens qui s'étaient déjà engagés à l'époque pour faire rempart face à l'armée russe. Dans mon cas, donc, j'ai rejoint un bataillon de volontaires qui m'a formée en fait aux premiers soins pour stabiliser, évacuer les blessés de la ligne de front. Vous avez eu combien de jours de formation ? Une semaine. Une semaine seulement et on vous envoie sur le front pour secourir les blessés. Vous racontez tout, les massacres, les corps décharnés, suppliciés, les bras, les jambes broyées ou qu'il faut amputer. Est-on prête à voir ça, à assister à un médecin qui fait une amputation, parce que c'est ça que vous faisiez sur place, quand on a 30 ans à peine, quoi ? Je pense que l'esprit humain n'est jamais préparé à voir les horreurs qui se produisent sur un théâtre de guerre. En l'occurrence, il y a aussi le droit de la guerre qui n'est absolument pas respecté par la Russie. Donc les prisonniers de guerre russes, les prisonniers de guerre ukrainiens sont torturés par les Russes. On n'est jamais préparé à voir cette horreur. Et la peur, Anastasia, la peur d'être blessée, vous-même, la peur de mourir, comment on la domine, comment on la dompte ? On n'arrive jamais totalement à la dompter, on n'arrive jamais totalement à surmonter la peur. La peur est là, la peur de mourir, la peur de voir ses proches mourir, la peur de voir ses amis blessés. Donc c'est quelque chose qu'on apprivoise finalement en vivant en Ukraine aujourd'hui. Vous-même, vous avez été blessée. Vous avez eu une commotion cérébrale à un moment où vous sortiez de votre tranchée. J'ai la chance d'être entière, donc j'ai été légèrement blessée car un tank russe a tiré sur la position sur laquelle je me trouvais au moment où je sortais de ma tranchée. Vous avez perdu 30% de votre audition quand même, c'est ce que vous racontez dans le livre. Mais en effet, comparé à ceux qui ont perdu un membre, une main, une jambe, c'est quand même très léger. Vos parents, ils ont compris votre décision d'aller sur le front, d'y aller ? Oui, je pense que c'est toujours très difficile pour un parent que de savoir que son enfant s'engage. Et donc, ma priorité a toujours été de mettre ma famille en sécurité et qu'ils soient en sécurité. Et en même temps, c'est quelque chose qui coule dans votre veine, parce que vous racontez que votre arrière-grand-mère avait déjà souffert de la famine organisée par Staline et avait vu ses enfants mourir. Votre propre grand-père, qui était officier, qui gardait Khrouchtchev, qui a dirigé l'URSS après Staline, il a été assassiné chez lui. Donc ça coule dans votre sang de vous engager, d'être citoyenne. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à l'Occident, même si c'est large comme phrase, ou à Donald Trump particulièrement, parce que c'est lui qui a les clés en main dans cette guerre ? Les objectifs de Vladimir Poutine n'ont pas changé depuis le 24 février, à savoir prendre le contrôle de toute l'Ukraine, anéantir la nation ukrainienne. Vladimir Poutine ne cherche pas la paix, sinon il n'aurait pas commencé la guerre. Et donc il ne faut pas porter foi en ses paroles. Il ne faut pas le croire. Voilà.